Euh, Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette session auto-animée proposée et organisée par le Réseau africain d'économie sociale et solidaire. Donc, autour de la table, j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins le réseau, mais c'est un réseau qui a été créé en Afrique en 2009 à la suite de la conférence de Luxembourg 2009 et a été matériellement mise en place au Maroc à Kenitra en 2010. Donc, actuellement, le siège est à Bamako et nous avons 17 membres actifs et une vingtaine de membres observateurs qui vont nous rejoindre très bientôt. Notre conseil d'administration est assuré actuellement par le Mali, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, vous aurez autour de ce panel ces 4 personnes que je vais présenter. Commencer par M. Suir Abdellah, qui est le président du réseau marocain d'économie sociale et solidaire. Il est là, il a sa vidéo allumée. M. Sila Abouaka, qui est le président du réseau ivoirien d'économie sociale et solidaire. Et puis, Mme Élise Pierrette Memang, qui est la secrétaire régionale du réseau africain et qui est aussi présidente du réseau camerounais d'économie sociale et solidaire. Et enfin, moi-même, Madani Koumaré, président du réseau malien d'économie sociale et solidaire et président en exercice du réseau africain. Alors, nous sommes dominants dans les pays francophones, c'est pourquoi notre débat va se faire en français. Mais nous avons, comme j'ai dit, dans les membres observateurs, au moins 7 pays anglophones qui vont bientôt nous rejoindre. Notre ligne d'intervention sur l'économie sociale et solidaire, c'est les plaidoyers politiques. Donc, nous travaillons sur les politiques publiques, les systèmes, les structures pour promouvoir l'économie sociale et solidaire à l'échelle africaine comme stratégie de développement, on va dire, économique, social et humain durable. Et partant de là, nous avons des partenariats avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui peuvent nous aider dans ce travail de plaidoyer. Nous travaillons avec les ministères publics et qui ont la charge d'exécuter les politiques publiques. Nous travaillons avec les parlementaires qui ont la vocation de légiférer. Nous travaillons beaucoup, surtout avec les collectivités territoriales qui sont le lieu d'exercice de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous sommes convaincus que dans les stratégies de développement, en tout cas en Afrique, l'économie sociale et solidaire se place en très bonne place pour donner des avenues meilleures au développement humain. C'est pourquoi dans certains de nos pays, comme le Mali, le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire suit, il y a déjà des politiques publiques d'économie sociale et solidaire, des stratégies ou des lois qui sont adoptées. Je viens d'apprendre que la Côte d'Ivoire a décidé, cela va en parler, de mettre en place un comité pour aller vers l'élaboration d'une stratégie aussi. L'approche de la Côte d'Ivoire va commencer par les territoires. C'est une très bonne chose que nous encourageons et que nous allons accompagner. Donc, notre proposition concerne justement la question du relèvement économique des entreprises, de l'économie sociale et solidaire après la COVID en Afrique. La COVID, personne ne sans doute, a été, on va dire, le mal du siècle qui a frappé tous les pays, qui a frappé le monde entier et qui a frappé tous les secteurs de développement économique, mais qui a beaucoup impacté les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'abord d'acteurs plus ou moins mal organisés, d'acteurs fragiles et d'acteurs
qui ont besoin d'appui de tout genre pour se développer. Alors, la COVID ayant pris dépourvu tous les pays, tous les États, surtout les États fragiles, vous comprendrez que ça va déstructurer tous les modes de production, tous les modes d'appui public et même tous les moyens internes, donc l'appareil de production de ces petits acteurs, parmi lesquels, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'activités informelles. Notre devoir à nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'organisation et surtout réseau qui fédère les activités et les initiatives d'économie sociale et solidaire dans nos pays, ça a été d'abord de recenser, d'identifier, de recenser ces acteurs, d'évaluer les impacts qui sont les leurs et d'envisager des solutions d'accompagnement pour leur relèvement. Dans cela, vous aurez compris que Benjamin, Oui. Oui. Donc, comme j'ai dit, je vais intervenir globalement. Hein, les collègues vont intervenir au fur et à mesure. Donc, la maladie à coronavirus a donc affecté l'ensemble de ces acteurs qui sont également dans les sphères de production économique de nos pays à travers l'Afrique. Nous allons présenter un cas typique qui part du Mali, mais qui est en général la même chose dans tous les pays africains parce que nous avons pratiquement les mêmes structures économiques avec les mêmes profils d'acteurs dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a, notre constat primaire a été que les États, bien entendu, n'étaient pas préparés à cela, mais ne disposent pas de mécanismes d'atténuation de telles calamités, de tels imprévus sur les systèmes de production, sur les systèmes de protection sociale et même sur les systèmes sanitaires. Alors, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été impactés, un, sur le plan sanitaire, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder aux équipements de protection, n'ont pas les moyens d'accéder aux vaccins, n'ont pas les moyens d'accéder non plus aux dispositifs de lavage et autres. Deux, ils n'ont pas les moyens d'injecter du nouveau capital dans leur activité de production. Et trois, leurs déplacements ont été réduits. Donc, toutes choses ajoutées bout à bout, c'est en réalité toute leur activité, toutes les entreprises qui se trouvent en bas. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous avons pensé qu'avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, fondées sur la solidarité, fondées sur la collégialité, fondées sur l'entreprendre collectif, on peut rendre ces acteurs-là plus résilients avec des solutions d'accès facile aux ressources de redémarrage, avec des solutions d'organisation interne pour agir ensemble davantage. Donc, le reste a pris l'initiative pour venir en accompagnement à ces membres, qui sont ces entreprises, et en lançant une enquête à l'échelle réduite à la faveur d'un projet que nous avons eu à réaliser, surtout avec le RIPES, dans le cadre d'une coopération avec, dans le cadre d'un projet avec la coopération catalane. Donc, nous avons pu apprécier les dégâts au niveau des entreprises. Nous avons, par exemple, senti que 80% de ces entreprises n'ont pas eu le choix que de mettre sous le paillasson leurs clés. Donc, des personnes impactées sur l'ensemble des aspects économiques, sanitaires. Et également, nous avons constaté que malgré une croissance constatée l'année, c'était en 2019, que les pays africains ont accusé à cause de l'économie, à cause du Covid, un très grand retard dans leur croissance économique. Et dans cette croissance économique, vous allez remarquer que
le secteur de l'économie sociale et solidaire a une part très, très importante. Vous avez les statistiques ici. Comme j'ai dit, ça, c'est des statistiques assez génériques, mais tous les pays africains ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Voilà, on peut constater que 40% du PIB de certains pays est déjà de l'économie sociale et solidaire. Cela est d'autant important et vrai qu'en Afrique, l'économie réelle s'est tirée par ces acteurs-là. Vous allez faire vos enquêtes dans les villes comme dans les campagnes. Il y a au moins 2/3 des populations qui vivent dans le secteur de l'artisanat ou de la petite agriculture. Il s'agit des filières ou des branches d'activité qui se réclament de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, vous avez ce secteur qui fournit à peu près 90% des emplois, que ce soit nouveaux ou des emplois en renforcement. Il y a également 37% des chefs d'entreprise sociales qui sont des femmes, donc contre 18% dans les PME. Et vous comprendrez également que dans les stratégies, en Afrique comme ailleurs, de développement économique, les femmes jouent un très, très grand rôle. Parce qu'en Afrique, vous allez voir que les femmes sont non seulement au niveau de la production, mais elles sont au niveau de la commercialisation et elles sont également dans les familles, dans les organisations pour contribuer économiquement, physiquement. Donc, les femmes jouent un très grand rôle dans le développement de l'économie sociale et solidaire en Afrique comme ailleurs. On a pris l'exemple du Mali. Oui. Dani, je profite que tu changes de diapo. Peut-être que tu pourrais afficher la présentation en plein écran. C'est possible? En appuyant sur le petit bouton à côté de 74% juste en bas. Oui, voilà. Oui. Voilà, super, merci. Donc, c'est bon maintenant? C'est bon? Oui, parfait, parfait. OK. Donc, je donnais l'exemple du Mali. Vous avez les chiffres avec plus de 16 000 coopératives, 25 000 membres avec 50% de femmes au moins, et vous avez à peu près 750 000 adhérents pour une création d'emplois directs de 2000. Et vous avez à peu près 128 000 mutuelles qui emploient à peu près globalement 300 000 personnes, donc tous les adhérents étant des bénéficiaires en même temps. Et vous avez des institutions de microfinance ou de finances solidaires qui sont au nombre de 97 au moins et qui ont un impact sur l'économie d'à peu près 8 milliards par an avec 950 000 sociétaires à plus de 3 000 employés. Et vous avez des micro-entreprises d'à peu près 235 000 qui sont dans ce secteur qui évolue. Donc, vous comprendrez que la disparition des activités de ces secteurs-là est très, très important et très, très négatif pour le développement économique global. Donc, nous avons pris ce cas-là pour pouvoir proposer une généralisation aux autres pays. Et parce que, comme je disais, nous avons des économies qui ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Et vous allez constater cela avec l'intervention de nos collègues de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Cameroun. J'espère que Pirette pourra se connecter plus loin. Donc, concrètement, au Mali, nous avons pu amener les acteurs politiques à considérer l'apport de l'économie sociale et solidaire dans la riposte contre la COVID et en travers la production d'équipements de lavage de mains, à travers la production d'équipements de protection comme les masques, mais aussi en contribution dans la sensibilisation des populations, en contribuant à la distribution de proximité des denrées et en produisant également des aliments, des denrées alimentaires en substitution aux produits qui étaient importés avant la COVID. Ça a été pour nous une occasion de prouver que l'économie sociale et solidaire, de par sa flexibilité, peut pallier aux difficultés quand il y a réduction de mobilité. Pendant cette période-là, les filières de transformation agroalimentaire
ont fait du chiffre, bien entendu, mais ont été très, très utiles parce que les frontières étant fermées pendant la période de confinement, c'est seulement les coopératives qui pouvaient faire des déplacements, produire, distribuer des produits qui sont les plus utilisés en milieu urbain, mais également faire à peu près du porte en porte pour distribuer des aliments aux personnes les plus vulnérables. Donc, à partir de là, nous avons pu capitaliser et nous sommes actuellement en négociation avec les gouvernements pour que l'économie sociale et solidaire soit réellement prise en compte dans les stratégies publiques comme un acteur, comme un secteur qui a de la valeur, comme un secteur qui apporte des solutions. Et c'est en cela justement que nous encourageons l'ensemble des pays, encore une fois, à aller vers l'adoption des politiques publiques qui peuvent aider les États, qui peuvent aider les coopérations internationales, donc les partenaires au développement, à réfléchir au mieux au processus de développement et à proposer des solutions qui sont à même d'apporter des avenues, d'apporter des mécanismes d'appui concret, d'appui durable au secteur de l'économie sociale et solidaire et à l'économie globale. Voilà, nous avons pensé que si nous arrivons à informer largement au niveau, à l'échelle africaine, si nous arrivons à établir des ponts de réflexion avec les réseautages internationaux, avec le RIPES, avec le GISEF, avec des chercheurs d'Afrique, avec des étudiants, nous pouvons contribuer à la mise à l'échelle des bonnes pratiques que nous avons eues pendant la COVID et nous pouvons contribuer à mettre en place des mécanismes avérés d'accompagnement des entreprises sociales et solidaires dans leurs terroirs, qui sont les territoires, mais également au niveau des centres urbains pour jouer pleinement leur rôle d'acteurs de production, d'acteurs d'accompagnement à la protection sociale contre les calamités sanitaires et d'acteurs également de stabilité sociopolitique globale. Voilà ce que j'avais à préparer, j'avais à partager avec vous pour l'introduction. On pourra vous donner des détails dans les débats d'échange et je laisse la main à mes collègues pour me compléter et après cela, on pourra ouvrir les débats. Si vous avez des projections à faire, vous pouvez le faire directement. Donc, nous allons commencer par Sila, qui sera suivi par M. Suir du Cameroun. Nous avons pensé. Est-ce que comment? Je suis déjà connecté. Non, je te disais que j'ai pu me connecter. Ah, voilà, tu étais prévu pour intervenir après moi, mais si tu es déjà prête, tant mieux. Sinon, on donne la main à Sila. Voilà. Non, je peux intervenir. Directement, ok. Donc, tu as la parole. Merci, Benjamin. Voilà pour l'introduction. Je constate que Laure est également connectée. Donc, bienvenue, Laure. Tout le monde pourra intervenir plus tard. Merci. Pierrette? Merci, Président Madani, de me passer la parole. Et bonjour à tout le monde. Je me réjouis de pouvoir partager. Tu as une projection? Pardon? Tu as une projection? Non, je n'ai pas de projection. Je fais une présentation orale. OK. Je n'ai pas eu le temps de faire. Merci. Donc, je disais que je me réjouissais de ce moment de partage et à la suite du président Madani, je ne vais pas revenir sur les chiffres pour montrer l'importance du secteur de l'économie sociale en Afrique. Comme il a dit, le cas du Mali nous laisse voir à suffisance la place de cette économie dans notre continent parce que on peut transposer cela d'un pays à un autre sans que ce ne soit faux. Donc, l'économie sociale a une place très importante et jusqu'en 2019, cette économie a vraiment participé au PIB des pays. Mais comme il a également précisé, les secteurs les plus prisés
pour l'économie sociale et solidaire en Afrique, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'artisanat, ce sont surtout aussi les services et beaucoup plus les services liés à l'alimentaire, la restauration et autres. Et nous voyons que toutes ces organisations-là émanent des populations à la base et ont pour objectif premier de répondre à leurs besoins essentiels. Donc, cette économie en Afrique est basée sur vraiment ce qu'on appelle une solidarité agissante. Et elle touche majoritairement les jeunes et les femmes. Et c'est pourquoi la pandémie de la COVID, qui vient imposer comme première mesure la distanciation et comment on avait appelé ça encore? Et on ne pouvait pas sortir, le confinement, cela va impacter réellement ces organisations. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme impact pour la plupart des cas? On a déjà, pour ceux qui sont dans l'agriculture, la réduction de l'exportation des produits vivriers. Et vous savez qu'on a un problème en Afrique, c'est qu'on ne transforme pas beaucoup. Donc, on produit et on vend. Et la vente se fait localement, mais aussi avec les pays voisins. Quand on a le Cameroun, par exemple, nous vendons au Tchad, nous vendons en République centrafricaine, nous vendons au Congo. Ça, c'est de la tomate, c'est des poivrons, c'est des produits vivriers qui ne sont pas conservables à long terme. Quand les frontières ont été fermées, il n'y avait donc plus la possibilité de mener ces exportations. Sur le plan local, on parlait de confinement, on parlait de distanciation. Donc, même les marchés locaux ne fonctionnaient pas. Toute la production donc, qui a été faite pendant cette période a été perdue. Et il y a eu une chute drastique des prix pour le peu de choses qu'on pouvait vendre sur les marchés. Ceux qui étaient dans les services se sont sentis obligés de réorienter leur manière de faire. Par exemple, la restauration, les gens ne pouvaient plus se déplacer pour venir dans les restaurants. Il fallait concevoir un mode où on pouvait aller vers le client et encore en respectant les distances pour pouvoir proposer les repas. Et ça, c'était sans aucune préparation. Donc, vous voyez donc que ça a justifié que beaucoup d'entreprises aient fermé. Les coiffeurs, les coiffeuses, ceux qui étaient dans les services de beauté, tout cela a fermé. Et tout le monde s'est retrouvé au chômage. Et face à cela, nous d'abord, au niveau du RAES, nous nous sommes interrogés, qu'est-ce qu'on peut faire? La première stratégie que nous avons mise en place, c'était de partager déjà des bonnes pratiques. Parce que d'un pays à l'autre, les réactions pour faire face à cette situation variaient. On a eu, par exemple, au Burkina, très vite, ils ont saisi les collectivités locales pour négocier les espaces sur les marchés pour les femmes et donner plutôt des mesures qui leur permettaient de respecter les mesures de prévention, mais en restant sur le marché, ce qui n'était pas encore le cas au Cameroun où les marchés étaient presque fermés. Donc, il y a eu un partage de bonnes pratiques avec les jeunes qui sont également entrés dans la production du matériel de prévention. C'était d'abord les jeunes du Mali et ça a été transposé dans d'autres pays. Donc, nous avons eu ce partage de bonnes pratiques qui ont aidé notamment les jeunes et les femmes à reprendre du poil de la bête. Il y a eu également des mesures gouvernementales, ça il faut le dire, parce que au Cameroun, par exemple, le ministère en charge de l'économie sociale a mis sur pied un plan d'urgence pour apporter un appui financier aux organisations de la société civile. Mais il faut dire que quand on regarde le budget qui a été affecté pour la société civile,
ça ne représente pas le quart du budget qui a été affecté aux entreprises traditionnelles. Donc, il reste toujours que l'accompagnement, l'appui pour le relèvement de ces entreprises qui ont subi tous ces préjudices liés à la pandémie reste un appui insuffisant. Nous pensons donc qu'il faudrait repréciser maintenant qu'en Afrique, on a mis un accent sur la décentralisation, parce que je vois que ce n'est pas seulement au Cameroun, on le vit également en Côte d'Ivoire et même au Mali. On parle des conseils régionaux qu'on met en place dans différents pays et on l'a mis en place au Cameroun. On reprécise dans tous les textes qui créent cette décentralisation la place et l'importance de l'économie sociale dans les collectivités territoriales décentralisées. Mais il ne faut pas seulement que les textes le disent, il faut aussi que les personnes en charge de ces collectivités, dont les acteurs locaux, qu'ils soient sensibilisés, formés même aux enjeux de l'économie sociale et solidaire. Parce que ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas sur ce prisme-là qu'ils sont élus. Ils n'ont pas cette lecture. Il faut qu'on les y emmène. Et ça va également nous amener à continuer notre plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques. Parce que cet encadrement-là doit être le plus pointu possible pour que nous nous assurions que, effectivement, il y aura une prise en compte de l'économie sociale dans la mise en place des conseils régionaux qui sont en train de se faire. De toutes les façons, le RESCAM, qui est commandité, qui suit la politique générale du RAES, est en train de participer au plan, à la planification des activités des conseils régionaux. Et je crois que SILA fait la même chose et vient d'obtenir de très bons résultats en Côte d'Ivoire. Nous pensons donc que la régionalisation est pour nous une très bonne opportunité et nous devons saisir cette opportunité pour faire davantage appuyer les organisations de l'économie sociale et solidaire et leur permettre de se relever de cette pandémie qui les a vraiment terrassés. Parce que, comme l'a dit le président Madani, on doit encore et toujours renforcer le réseautage international. On doit renforcer ce réseautage parce qu'on en a besoin pour revenir tirer à la base nos pays et faire en sorte que, d'une manière collective, l'économie sociale en Afrique ait la place qui lui est destinée. Parce que, comme on le dit, les pratiques que nous avons eues depuis sont celles-là qui, systématisées et bien encadrées, sont et forment l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, pour moi, c'est ce que j'avais pour appuyer l'introduction qui a été faite par le président Madani, qui a fait le contour, qui a, à mon sens, touché les principaux points que nous avions à présenter, parce que cette COVID a vraiment fait des ravages en Afrique et continue à le faire. Et nous avons intérêt à continuer la réflexion. Je vous remercie. Allô? Pierrette? Oui. C'est bon? Tu as fini? Oui, j'ai fini. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, tu as apporté toute la parole pour concrétiser les grandes lignes que j'avais données. L'exercice, c'est bien cela, apporter les réalités du terrain pour alimenter les débats. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous allons évoluer pour donner un peu de chance aux autres interventions et au débat. Nous allons évoluer très rapidement avec Sila. Bonjour tout le monde. Voilà, je crois que je vais aller un peu plus vite. Donc,
il est question pour moi d'intervenir sur le renforcement des jeunes entrepreneurs en Afrique, défis et opportunités. Mais avant, je crois qu'on va essayer de planter le décor avec un contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'analystes estiment qu'il existe une autre raison de s'intéresser davantage à la jeunesse africaine. Avec 200 millions d'habitants âgés âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Selon le rapport Perspective économique en Afrique établi en 2012, notamment par la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission économique pour l'Afrique et l'Organisation de coopération et de développement économique des pays industrialisés, l'OCDE, ce chiffre devrait doubler d'ici à 2045. Le taux de chômage inquiétant de la jeunesse africaine est souvent mis en parallèle avec la croissance économique rapide du continent. Selon la BAD, le taux de chômage en Afrique subsaharienne est de 6%, alors que 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide du monde se trouvent dans cette région. Ce taux peut ne pas sembler très élevé par rapport à la moyenne mondiale d'environ 5%. Mais dans la plupart des pays africains, le chômage des jeunes est au moins 2 fois supérieur à celui des adultes, souligne la BAD. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. En Afrique du Nord, le taux de chômage des jeunes atteint 30%. Dans ce contexte très alarmant, quelle pourrait être la contribution de l'économie sociale et solidaire dans la réponse à ce défi qui demeure l'insertion des jeunes à travers le mécanisme de l'entrepreneuriat ou l'insertion par l'activité économique des jeunes sur le continent? Quels sont donc ces défis-là? Ici, nous allons essayer de synthétiser, question d'aller un peu plus vite. Le premier défi, c'est le renforcement des capacités des acteurs et la mise en réseau des jeunes. Parce que comme vous le savez, les jeunes prennent beaucoup d'initiatives sur le territoire africain, mais ces initiatives ne sont pas identifiables, ne sont pas synthétisées, ne sont pas capitalisées en vue d'un accompagnement efficient. Renforcer la digitalisation et les concilier avec des actions de terrain. Parce que très souvent, quand on parle de digitalisation, il y a une préoccupation qui se pose. Tous les Africains, les jeunes Africains, pardon, ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique et donc ne maîtrisent pas forcément la digitalisation. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait important de concilier les deux. Et donc, quelle pourrait être la stratégie qui pourrait nous amener à créer une conciliation entre ces deux méthodes de travail? Accentuer les initiatives sociales et solidaires et maîtriser les outils de gestion. Mener des plaidoyers de manière inclusive et participative. Pour les pouvoirs publics, il serait bon de renforcer les politiques publiques à travers les lois spécifiques de l'économie solidaire, mener une politique de coopération décentralisée favorable au développement de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale, harmoniser les politiques d'accompagnement des jeunes acteurs et organisations de jeunesse de l'économie solidaire, cartographier les organisations de jeunesse de l'économie solidaire, cartographier les initiatives territoriales et les partenaires nationaux et internationaux, appuyer les jeunes dans les initiatives nationales et internationales. Pour les organisations internationales, il serait question de définir une stratégie commune d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sociaux, mettre en place une coalition africaine multipartite pour la jeunesse, harmoniser le système de formation et de renforcement des capacités, faciliter la participation des jeunes dans les forums internationaux et en vue du partage d'expériences de manière efficiente. Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous concernant cette front de la jeunesse qui est très active dans l'économie solidaire? Je crois que la part de la jeunesse est très importante. On a beau parler des organisations de l'économie solidaire, des initiatives sociales et solidaires, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est cette jeunesse-là qui anime ces différentes organisations sur le terrain. Donc, c'est important pour nous de les présenter d'abord comme une opportunité en termes de potentialité. Mais ce qu'il faut retenir dans cette période de Covid, ce qu'il faut retenir, ce sont les initiatives que ces jeunes ont prises pour faciliter le fonctionnement des organisations de l'économie solidaire, pour faciliter la mise en relation et la mise en réseau
à travers la digitalisation. Ces jeunes-là sont de plus en plus très qualifiés et prompts à réagir face à tous les défis et pourraient renforcer la résilience si elles sont efficacement accompagnées. La jeunesse africaine est la plus connectée au monde. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est aujourd'hui à plus de 50%, ce qui représente un doublement en moins de 10 ans. C'est une évolution majeure dont la jeunesse s'est tout à fait saisie. Plus éduquée, plus internationale, plus connectée sur les réseaux sociaux, dont on a vu la puissance lors de certains événements continentaux. La jeunesse exprime des attentes très fortes quant aux choix politiques et sociaux des sociétés. Son ouverture au monde est un des facteurs favorisant une grande mobilisation de cette jeunesse-là en faveur du développement de leur pays. C'est aussi pourquoi l'Agence africaine de développement fait de la jeunesse une priorité. Miser sur elle, c'est miser sur le présent et l'avenir du continent. Je vais ici citer quelques exemples d'opportunités qui sont offertes au continent africain. Récemment, à la faveur de la mise en place de la perspective jeunesse du RIPES, réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire, sous l'impulsion du réseau africain de l'économie sociale solidaire, nous avons essayé d'identifier quelques opportunités continentales au niveau de la jeunesse, quelques opportunités en termes d'initiatives, bien sûr. Ceci nous a démontré que les jeunes Africains se sont très vite adaptés au contexte de Covid. Il y a eu le Mali, où il y a eu des initiatives pour le renforcement des capacités des jeunes à travers les outils de résilience à la COVID-19, à travers leur capacité à la sensibilisation, à l'entrepreneuriat. Pendant la période de Covid, quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre pour ne pas que les activités des jeunes meurent? Puisque les initiatives au niveau de l'État sont restées très fragilisées, les jeunes ont dû prendre des initiatives en vue de leur résilience vis-à-vis de cette situation. C'est pareil en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'État n'a pas arrêté son accompagnement à la jeunesse malgré les difficultés qu'on a connues pendant la Covid. L'État a continué, mais étant donné que l'économie avait pris un coup assez dur, l'État a essayé d'appuyer des initiatives, mais c'est plutôt les jeunes eux-mêmes qui ont pris plus d'initiatives. Je pourrais citer le cas de la plateforme de la jeunesse de Toulouse, qui a développé un projet appuyé par le GCF que nous avons appelé ABW. Ce projet est une plateforme numérique qui met en relation les commerçants et les acheteurs, ainsi de suite. Donc, faciliter la mise en réseau des jeunes qui souhaiteraient mener les activités sans pour autant se rencontrer, se toucher. Ceci est vraiment très important. Il y a eu le forum de la jeunesse, le forum international de la jeunesse africaine au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres plateformes qui ont été créées, des plateformes numériques, pour accompagner les jeunes et les acteurs de l'économie sociale solidaire à travers le continent. Il y a des opportunités au Kenya, des opportunités au Ghana, des opportunités au Maroc avec ES Maroc, qui a aidé les jeunes à prendre des initiatives et donc à les accompagner en vue de leur résilience vis-à-vis de cette pandémie-là. Sans oublier les fêtières de collectivités. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est qui je maîtrise le plus. Il y a l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a pris des initiatives, qui est en train de se battre pour que l'UVICOSI puisse accompagner les jeunes sur cette question-là. Il y a aussi l'RDCI qui accompagne vraiment les initiatives de jeunesse en matière de... L'RDCI, c'est l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire, qui aussi s'est impliquée avec nous aux côtés de la projet en vue de la mise en œuvre de leurs initiatives. Aujourd'hui, vous avez des collectivités comme la commune d'Abobo, vous avez des collectivités comme le conseil régional du Kabadou, qui sont devenus des acteurs, des actrices clés dans le développement de l'économie sociale solidaire et non dans l'accompagnement de la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sila. Oui. Pour le tour du continent avec des initiatives de jeunesse, je rappelle que vous êtes le référent du pôle jeunesse et entrepreneuriat. Donc, vous êtes la voix autorisée pour plaider en faveur des entreprises sociales portées par les jeunes. Merci. Le dernier intervenant, je vous informe, Sila, que Baba Sissé est autour de la table. D'accord. Et
je salue également notre collègue Malik Diop, qui s'est connecté depuis Dakar. Il pourra intervenir pour nous partager le bon travail qu'il fait également sur le terrain par rapport à tout cela. Il y a des collègues maliens qui sont aussi connectés. Bienvenue à tout le monde. Je salue M. Saka Kone de la Côte d'Ivoire, qui est un acteur territorial très stratégique pour nous. Merci d'être présent. Monsieur le Président, Suir Abdellah, président du réseau marocain et vice-président du RAES, vous avez la parole. Monsieur Suir, est-ce que votre micro est ouvert? Bonjour, Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, tout va bien, merci. Donc, merci pour ce panel-là. Donc, je salue tous les amis donc, présents à ce webinaire-là. Donc, moi, je veux présenter un peu l'expérience marocaine sur l'économie sociale et solidaire à l'encontre de Covid-19. Donc, pour faire un état des lieux, donc, tout le monde, comme vous avez dit, que Pierrette, tout le monde est d'accord que le Covid-19 a impacté les entreprises de l'économie sociale et solidaire d'une façon ou d'une autre. Donc, ça diffère, cet impact, entre les secteurs. Donc, au Maroc, ici, nous comptons sur 34 515 coopératives qui œuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc en 2020, jusqu'à maintenant, cet impact, ça diffère entre les secteurs, comme j'ai déjà dit. 60% de ces 34 000 coopératives œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Et comme vous savez tous et toutes que l'agriculture et les produits agricoles avaient une demande massive, surtout dans les moments de confinement et également dans l'après confinement. Et surtout, vous savez, comme la quasi-totalité de production du lait et des dérivés du lait au Maroc vient des coopératives. Et du coup, donc, ces coopératives n'ont été pas beaucoup impactées par la Covid-19. Par contre, on trouve les autres coopératives et associations qui œuvrent dans le domaine de l'artisanat, bien aussi dans le tourisme et le secteur de services, ont été vraiment les bien touchés et les bien impactés des impacts négatifs de la pandémie. Du coup, surtout que ces activités avaient connu un arrêt, soit total ou bien permanent. En sachant bien que la majorité, les débauchés de commercialisation de leurs produits, soit les coopératives ou les associations qui œuvrent dans le domaine du produit de terroir et la valorisation des huiles essentielles et qui représentent un nombre très important au Maroc, ont vraiment connu une crise très aggravée avec cette pandémie. Donc, aussi les petites et les moyennes entreprises, sachant bien aussi que le secteur associatif avait été vraiment la victime de ce Covid. On voit que beaucoup de réseaux et de tissus associatifs ont connu une crise très profonde. Donc, et ça se manifeste selon leurs activités déclarées et leur dynamisme dans leur territoire. Et aussi, beaucoup d'associations ont été
parties, aussi plusieurs réseaux associatifs. Parlons aussi du troisième secteur des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sont les mutuelles. Ce qui existe chez nous sont les mutuelles de santé, vraiment, qui n'ont été épargnées et qui n'ont été connues aucun impact. Donc, travailler d'une façon normale. Donc, ce secteur-là était loin des impacts de Covid. Passons à l'encontre qui a été faite pour attaquer et pour diminuer cet impact chez nous. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, soit des institutions des institutions de l'économie sociale et solidaire, soit étatiques ou bien publiques ou semi-publiques, et aussi des initiatives aussi de la société civile. L'ODECO, qui est l'institution qui gère le tissu coopératif au Maroc, comme vous savez tous et toutes, l'ODECO, c'est une institution publique attachée au ministère de tutelle, c'est le ministère du tourisme et de l'artisanat et de le transport aérien et l'économie sociale et solidaire, qui est devenu maintenant dans le gouvernement qui a été créé hier, le ministère de l'artisanat. Bien aussi l'ADS, l'Agence de développement social, qui est reliée aussi à le ministère que j'ai dit, ont pris l'initiative de créer des plateformes numériques pour l'e-commerce, pour que les coopératives puissent publier et vendre leurs produits, soit au niveau national, aussi au niveau international. Il y a aussi des programmes, la phase 3, le programme 3, AP3 de l'NDH, que vous savez que l'NDH aussi est un programme innovant national qui a commencé en 2005 et qui continue maintenant dans sa phase 3. Donc sa phase 3 figure un secteur très important, c'était la création des plateformes des jeunes. Dans la plateforme des jeunes aussi, il y a un pôle de l'économie sociale et solidaire qui vise à encourager la jeunesse à créer et intégrer l'économie sociale et solidaire comme un levier de développement territorial. Donc chaque province au gouvernorat du Maroc, il y a une plateforme maintenant des jeunes qui se compose de 3 pôles. Le pôle de nommer l'appui à l'entrepreneuriat, bien aussi le pôle de l'économie sociale et solidaire, et un 3e pôle, c'est le pôle de l'employabilité, qui vise la jeunesse entre 18 et 40 ans. Donc ce programme-là, innovant et promoteur, aussi a démarré dans la période de Covid en 2019 et en 2020. Il vise aussi à encourager et à booster les coopératives marocaines et à encourager les jeunes à créer des coopératives en prenant conscience que les coopératives aussi peuvent, et ils créent de la richesse comme ils créent de l'emploi. Donc il y a aussi des initiatives de la coopération internationale qui travaillent dans plusieurs territoires marocains, à savoir la région de Marrakech, Asfi, où se trouve le CID avec un budget très important qui vise 250 coopératives, comme aussi dans la région de Beni Mellel, Khénifra. Donc ça, on peut dire c'est l'initiative marocaine dans faire l'encontre à l'économie, à la crise de Covid. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Soué. Alors, nous allons ouvrir le micro et partager, sauf si Benjamin, à ce stade, a des consignes à donner ou autre. Sinon, nous allons, il est déjà presque 10 heures, il nous reste 30 minutes. Nous allons passer aux échanges. Très bien. C'est bon? OK. Donc,
voilà, chers collègues autour de la table, acteurs et responsables, publics, privés de l'ISS, d'Afrique comme d'ailleurs. Hein. Donc, merci pour votre participation. C'est une session de donner et de recevoir. Hein. Donc, nous passons à l'échange libre. Celui qui a besoin de la parole peut directement intervenir ou lever la main ou envoyer ses interventions dans le chat. Merci. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Sinon, Madani, je vais partager dans le chat la question fil rouge, en quelque sorte, du forum. Et si les intervenants ou ceux qui participent à ce webinaire veulent partager leurs réflexions, ils sont les bienvenus. Je vais partager la question qui va apparaître dans une vingtaine de minutes. C'est ça. Donc, oui, on pourra aller comme ça pour faciliter le rapportage, oui. C'est bon, tu le fais ou je le fais? C'est bon, c'est partagé dans le forum. Donc, la question fil rouge de ce forum, c'est quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des groupes, des entreprises, des pays pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif? La sous-question, quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local? Donc, c'est une question assez large, mais effectivement, en termes d'actions clés, je pense que peut-être que nos intervenants auront des réflexions à partager sur ce point. Très bien. Donc, quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des groupes, des entreprises, des pays pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif? D'entrée de jeu, vous comprendrez que quand on parle d'inclusion, il ne s'agit pas que de mots, il ne s'agit pas que de dispositifs, il s'agit aussi d'actions. Et nous pensons que l'économie sociale et solidaire a toujours été une approche inclusive, mais actuellement, dans la majorité des pays, on parle de plus en plus d'inclusion. Et dans cette dynamique, chaque acteur a également son rôle là-dedans. Au niveau central, en Afrique, avec des institutions de finances internationales comme la Banque mondiale, et comme les banques centrales africaines, régionales africaines, on parle beaucoup plus maintenant d'inclusion sociale et même d'inclusion financière. Mais pour l'instant, en tout cas pour ce qui nous concerne en tant qu'acteurs d'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus de mots. Vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes des responsables d'organisation, qu'est-ce que vous sentez sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela pour que cette inclusion soit une réalité tangible? Voilà la question tournée autrement. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Koné, Malik, je vois que Madame Sempara est là. Je l'interpelle tout de suite parce que Madame Sempara est à la fois chef de réseau d'entreprises sociales, mais également syndicaliste. Donc, on est totalement sur le terrain des plaidoyers et ça vous convient. Préparez-vous, il y a Monsieur Fabrice Adelph qui a levé la main. Je lui donne la parole en attendant. Fabrice, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour au président Madani, bonjour et merci, merci d'avoir organisé cette session. Et déjà, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Madame Élise Pierrette du Cameroun. Je pense que ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a signifié, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que la régionalisation, pour moi, c'est une opportunité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire parce que la région prend en compte et
et le volet urbain et le volet rural. Et donc, or, quand on prend la municipalité est un peu plus limitée au niveau urbain. Et en Afrique, en plus de la commune, il y a quelques villages qui sont rattachés à la ville. Mais avec la région, il y a plus de marge de manœuvre pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour mieux encore aller vers le niveau rural. Maintenant, concernant l'action de la jeunesse, et je pense que le RES avait initié, et je crois il y a de cela quelques mois, et la perspective jeunesse qui est en tout cas coordonnée par M. Silla. Et je pense que c'est quelque chose à continuer parce que, vous le savez, la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, si nous voudrons arriver à faire de l'économie sociale et solidaire un levier qui arrive à dynamiser ou encore à être encore à prendre de l'ampleur au niveau des territoires, il va falloir se tourner réellement vers la jeunesse et voir comment impliquer réellement les jeunes. Mais certains jeunes ne maîtrisent pas plus ou moins la thématique de l'économie sociale et solidaire parce que le thème économie sociale et solidaire, excusez-moi du thème, mais c'est un peu lourd, c'est tout un mot qui pour avoir la définition, mais c'est des choses qui se font déjà en Afrique. Et donc, comment arriver à sensibiliser les leaders de jeunesse, comment arriver à sensibiliser les leaders de femmes, comment arriver à sensibiliser au niveau des communautés, mais c'est à travers la jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les actions au niveau des différents villages, puisque déjà, ils le pratiquent dans certains villages à travers le groupe d'entraide et à travers aussi les femmes, le groupe d'entraide qu'elles ont mis en place. Donc, je pense qu'il faut aller vers le local, commencer le développement par la base. Mais si on doit le faire, c'est avec les pouvoirs publics, c'est avec la collectivité, mais en se tournant vers les régions, je pense que nous avons plus d'opportunités à réellement promouvoir l'économie sociale en Afrique. Et là, je vous remercie et c'était un peu ma contribution. C'était pour vraiment féliciter Madame Élise Pirette pour son intervention et féliciter l'ensemble des panélistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice, et bon courage. Merci, Nous savons que monsieur sur le Balou. terrain, vous faites des choses très merveilleuses. OK. Monsieur Guy Legault avait demandé la parole. Merci beaucoup. Je réponds au nom de monsieur Guy Legault, Enam Kofi Bondiri. Je suis le coordinateur régional de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Togo. Merci. S'il vous plaît, vous me suivez? Oui, allez-y. D'accord. J'ai les présentations de tous les panélistes. Mais moi, ma question, c'est de quelles sont les mesures mises en place pour pouvoir mettre les entreprises de l'économie sociale au niveau de l'Afrique en réseau. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place ou bien quelles sont les mesures envisageables pour mettre les entreprises de l'économie sociale en Afrique en réseau, donc au niveau du réseautage? Est-ce qu'il y a des mesures? S'il n'y en a pas, quelles sont les perspectives? Merci beaucoup. Que c'est quoi ça? Allô? Madani?
Allô? Vous m'entendez? Non, c'est maintenant qu'on t'entend, président. On ne t'entendait pas. Ah, depuis le début? Oui, bien sûr. Depuis Après, depuis. Voilà, OK. Ah, d'accord. Donc, excusez-moi alors. Je disais que, en réponse à la question de notre ami, la première disposition prise, c'est le réseautage au niveau africain. Donc, l'IRAS a été créé pour fédérer les initiatives continentales en matière d'économie sociale et solidaire, menées par les acteurs qui sont de type associatif, coopératif, etc. Et donc, l'IRAS ratisse dans tous les pays et a vocation à pouvoir porter haut la promotion de l'économie sociale et solidaire dans les continents. Le deuxième niveau, c'est que l'IRAS est un espace de plaidoyer. Nous travaillons à ce que les États adoptent des politiques publiques favorables à l'économie sociale et solidaire. Et là-dedans, les dispositions recherchées, c'est quoi? Qu'il y ait des mécanismes d'appui technique, financier et aux entreprises sociales et solidaires. Mécanismes de financement solidaire, pérenne, durable, accessible, mécanismes de formation, parce que nos entreprises ont besoin d'accompagnement technique. Nos entreprises ont besoin de bien gérer leurs affaires à l'interne. Nos entreprises ont besoin d'accéder également à des marchés rémunérateurs. Les politiques visent tout cela, y compris avec la protection sociale, sur le plan sanitaire surtout, comme on est dans le contexte Covid. Concernant la Covid, je disais que les États ont pris dans tous les pays des initiatives d'accompagnement des entreprises pour leur relèvement. Nos réseaux ont mené du plaidoyer pour que les entreprises sociales et solidaires ne soient pas rares par rapport à cela. Il s'agissait, par exemple, dans le cas du Mali que je connais le mieux, que les entreprises de l'artisanat puissent fabriquer, confectionner les masques, puissent confectionner les équipements de lavage de mains, les mécanismes de protection, et également que les entreprises puissent accéder au financement bancaire à moindre taux. Donc, tout cela a permis, encore une fois dans le cas du Mali, aux artisans de proposer la fabrication de 100 000 masques et ils ont bel et bien fait cela. En accédant à ce marché, vous comprendrez que c'est non seulement des créations de revenus, mais aussi d'emplois, mais également la valorisation des produits textiles, parce qu'il s'agit de transformer le coton. Donc, c'est de la valeur ajoutée sur toute la chaîne. Et nous travaillons à ce que tous les réseaux puissent justement être en mesure d'influencer les décisions ou en tout cas les actions stratégiques au niveau des gouvernements pour que les entreprises sociales et solidaires puissent non seulement travailler correctement dans leur entreprise, accéder au marché, accéder aux matières premières et bénéficier de la formation et de la protection sociale. Voilà notre travail sur le terrain, M. Aguilo du Togo. D'autres, mes collègues peuvent me répondre, me compléter. J'ai vu que Sila voulait intervenir un moment. Oui, c'est relatif à sa question concernant le réseautage. Je crois que tu as bien répondu, mais ce que je voulais dire, c'est que ce réseautage est en train de se renforcer au niveau de la jeunesse et puis également au niveau des femmes avec Pierrette. Donc, je crois que pour ceux qui seraient intéressés par les différentes thématiques, voilà, c'est de rentrer en contact avec le reste pour qu'on voit dans quelle mesure on pourrait les intégrer dans notre mécanisme de mise en relation, de mise en réseau. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, je crois qu'on a perdu Madani. Je crois qu'il y a une question, il y a une observation, je veux dire une intervention qui s'adresse au président Soui. Je l'ai vu tout à l'heure dans la question
concernant... C'est par rapport aux... les acteurs du secteur au Maroc demandent au Maroc de privilégier les relations gagnantes avec nos pays, à commencer par la suppression de l'autorisation au Maroc pour certains pays africains. C'est ça, oui. Marc, Si il peut tenter de répondre. Tout à fait. Monsieur Souir, vous voulez réagir là-dessus? Ah, je crois que Madame est de retour. Président Souy, je peux me risquer? Oui, si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, je pense, hein, à mon avis, que nous ne... C'est qui a la parole, c'est Souir ou bien Pierrette? Monsieur Souir veut rebondir. C'est une remarque. En fait, d'insister sur la mutualisation, là, le président l'a rappelé tout à l'heure. Le RAES a tout un... Je croyais que Souir m'avait passé la parole. Je croyais que j'avais demandé à Souir d'être... Oui, c'est ça. Avant lui. Parce qu'il Voilà, c'est Souir qui doit intervenir, pas toi. Puisqu'il a été directement interpellé, mais j'avais... Oui, tu vas intervenir après Souir, s'il te plaît. Okay. Merci. Souir, on ne vous entend pas. J'ai pas bien la question, j'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur Silla? Benjamin, excusez-nous, si tu peux poster ou bien revenir sur la question. Donc, ça figure pas devant moi. Je vais lire la question. Ah, oui? Je vais lire la question, je vois dans le chat là. Merci aux organisateurs de ce webinaire, mais nous, acteurs de ce secteur, demandons au Maroc de privilégier les relations gagnant-gagnant avec nos pays, à commencer par la suppression de l'autorisation d'entrée au Maroc avec certains pays africains. Voilà. Suis-je entendu? Oui, je pense que Souir, je vous dispense de répondre à cela parce que vous n'avez aucune emprise sur cette mesure. C'est une mesure publique de l'État marocain. On peut juste l'apprécier. Voilà, je pense qu'on va peut-être chercher les réponses posées dans le débat, disons, répondre aux questions posées dans le débat concernant surtout les politiques publiques que les États doivent faire, mettre en place pour qu'il y ait plus d'inclusion. Donc, là-dessus, chacun a ses expériences. Je vous ai dit ce qui s'est passé au Mali. Et je connais dans d'autres pays, mais vous êtes autour de la table, vous pouvez opiner sur la même question. Je sais par exemple que... C'est là. Donc, oui. Moi, j'ai bien compris maintenant ce que vous demandez. Donc, ça peut venir dans notre dynamique qu'on peut créer ensemble, donc au sein du RAIS. Donc, c'est pour cela qu'on doit vraiment booster les activités de RAIS, d'aller vers un plaidoyer vers tous les pays africains qui se rapprochent entre eux et que les institutions aussi, bien que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour travailler ensemble et s'entraider. Donc, on va un peu saisir l'occasion de contexte de Covid et post-Covid pour créer des activités en commun au sein du RAIS. Donc nous, au RMS, on va se préparer à relancer un peu l'activité qu'on voulait faire de Forum africain de l'ESS avec le RAIS. Donc après, donc, ça vient que la lumière se voit à la fin du tunnel dans la pandémie. Donc ça va passer, les mesures maintenant barrières sont en train de s'alléger. Du coup, on doit penser ensemble et doit un peu saisir notre intelligence collective pour aller dans le sens de ce que tu demandes. Hein. Donc, c'est le seul outil, c'est le plaidoyer, donc convaincre les décideurs. Donc, maintenant, il y a une volonté politique, il y a dans tout le continent africain, donc il y a aussi un besoin de s'entraider et de croire en l'ESS comme un levier de développement de l'Afrique aussi,
bien que dans les pays et aussi dans le territoire. Donc maintenant, l'occasion est à nous et le travail, on doit le faire ensemble, je crois. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a un peu débattu de la première question, série de questions. J'ai envoyé la deuxième série de questions pour que vous puissiez vous prononcer là-dessus également. Quelle action clé faut-il promouvoir au niveau local? Donc, j'ai vu qu'il y avait des collectivités, même si M. Koné, je pense qu'il n'est plus là, puisque chacun de nous travaille avec les collectivités. Je sais que Sila travaille et je sais que même actuellement, Élise est sur le terrain avec les collectivités. Alors, quelle action clé devrons-nous promouvoir localement pour qu'il y ait plus d'inclusion au niveau de la politique publique par l'économie sociale et solidaire, concrètement? La question est posée à tout le monde. Je crois que ce par quoi il faut commencer, c'est d'améliorer ses relations avec, je veux parler des acteurs bien sûr, c'est d'améliorer ses relations avec les collectivités tout en tenant compte de la vision du programme d'action de la collectivité. Parce que ce qu'il faut retenir, quand vous n'êtes pas dans la vision de la collectivité, quand vous ne répondez pas à leurs aspirations, ce n'est pas sûr que la collectivité soit à votre écoute. Il faut que les acteurs au plan territorial soient solidaires, qu'ils forment des réseaux au plan local et qu'ils approchent la collectivité tout en leur présentant un plan d'action bien concret. C'est pourquoi je dis toujours à mes camarades jeunes de maîtriser les outils de gestion en matière de gestion des organisations et puis des initiatives qu'ils prennent. Si ceci est fait, il n'y a pas de raison que la collectivité ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. Donc, au niveau local, c'est d'abord une organisation interne qu'il faut mener. Il faut prendre des initiatives, développer des outils de gestion et ensuite approcher la collectivité tout en tenant compte de la disponibilité de la collectivité, des défis qui se présentent dans la collectivité et de la vision du maire ou du conseil régional. Oui, mais si là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Oui, tu parles d'initiative, mais... Exemple, qu'est-ce qu'il faut proposer aux collectivités une fois que nous avons réussi le dialogue? Il faut proposer aux collectivités un plan d'action. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes organisé et que les actions concrètes sont proposées aux collectivités, c'est par ça que tout commence. Qu'est-ce que vous proposez en termes de contenu aux collectivités? Mais c'est cette question que nous sommes en train de vous poser. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est ça. Tu parles de plan d'action. Plan d'action, c'est des activités. Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre comme activité là-dedans et que tu vas vendre, excusez-moi le terme, aux collectivités pour lever les goulots d'étranglement au développement de l'économie sociale et solidaire? Il y a d'abord le plaidoyer. Il y a d'abord le plaidoyer qu'il faut mener auprès de la collectivité. Moi, je dis comment nous avons procédé au niveau de certaines communes en Côte d'Ivoire, notamment dans la commune d'Abobo. Nous avons commencé par le plaidoyer, puisque l'économie sociale et solidaire n'était pas connue. Donc, dans le plan d'action que nous avons proposé, nous avons mis en priorité le plaidoyer au plan interne. Lorsque, au niveau du plaidoyer, ça a commencé à porter, ça a mené la collectivité à prendre des dispositions pour que l'économie sociale et solidaire soit prise en compte dans le cadre organique de la collectivité. C'est par ça que tout a commencé. C'est en ce moment que nous avons proposé nos propres initiatives qui ont pu être développées au plan institutionnel. Donc, voilà un peu parce que tout commence par ça. Si ça, ce n'est pas fait, toutes les initiatives qu'on aura prises n'auront pas, peut-être qu'on pourrait les réaliser avec certains partenaires, mais en collaboration avec la politique, ça va être un peu compliqué. Donc, commencer par le plaidoyer. Voilà. Très bien. Je prends le mot plaidoyer, mais le plaidoyer, ce n'est pas une fin en soi. Le plaidoyer, c'est des actions. Bien sûr. Pierrette, vous avez levé la main. Je veux que vous soyez plus concrète. Plaidoyer, ça va porter sur quoi? Merci, Madani. Merci. Je pense que c'est une bonne question parce qu'effectivement, pour aller lever les collectivités locales, et nous avons pensé, nous avons peut-être l'avantage là de la nouvelle loi.
nous a été de l'économie sociale et le décret qui donne l'orientation pour la structuration des organes. Il est question ici d'aller expliquer aux collectivités territoriales décentralisées l'intérêt pour chaque localité d'avoir un réseau local de l'économie sociale. Et ça entraîne toute une dynamique. Parce que pour avoir un réseau local, il faut structurer toutes les organisations qui sont sur le territoire. Et en les structurant, on les rend plus forts. Et après, maintenant, on les met ensemble pour créer vraiment de la richesse d'une manière collective. Donc, le contenu qu'on voit, structuration des organisations de l'économie sociale, leur labellisation pour que ça crée des richesses et des richesses qu'on peut capitaliser. D'accord. Dans le PIB, pas des richesses perdues comme on les voit quand elles sont personnelles. Voilà une des choses qu'on va vendre aux collectivités territoriales décentralisées. C'est pour ça qu'il faut commencer par sensibiliser sur les enjeux de cette économie sociale et leur montrer le but qui est utile pour les populations et pour les communes elles-mêmes. Merci Pierrette. Je vois que Malik a souhaité intervenir, mais on a également un maire qui est revenu, un maire qui a déjà mis l'économie sociale et solidaire dans son plan d'action au niveau de sa commune au Mali. Monsieur Kouyaté est là. On voudra lui passer la parole après Malik, si Malik souhaite toujours intervenir. Malik Job. Malik. Bon. Malik n'est pas dispo. Monsieur le maire, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Voilà, j'ai un problème parce que... Allô, c'est bon? Vous me recevez maintenant? C'est bon, on vous écoute. Oui. Voilà, merci, et désolé parce que j'ai un problème de connexion, je suis tout à fait mobile et je suis dans un véhicule. Vite fait, bon, je pense que je salue un peu l'initiative, je pense que c'est important, l'Afrique a besoin d'avoir de l'AS, je pense que c'est important et qu'aujourd'hui, dans la première vie, la jeunesse africaine doit être au cœur des processus de développement, quel que soit, surtout en particulier l'économie sociale et solidaire. Et le prochain forum qui a été facilité aussi par RES, qui se tiendra à Dakar dans 2 ans, donc est placé sous le sceau de la jeunesse, de la femme et de la nature, donc de l'Afrique. Concrètement, je pense qu'on aura l'occasion à nous tous de travailler ensemble pour que ce forum soit un forum de l'Afrique et que nous tous nous y travaillons. L'autre aspect concrètement, je pense par rapport aux collectivités territoriales, pour être très concret, je pense qu'il faut apprendre, il faut amener nos collectivités territoriales à comprendre déjà ils font de l'économie sociale solidaire. Il ne faut pas qu'ils comprennent que c'est un concept, moi ce que j'ai appris, que nous veulent importer, etc. Les gens le font, mais d'une manière peut-être pas connue, peu connue. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme Jourdain qui fait de la pause sans le savoir. Nos collectivités locales sont d'abord dans le social. Nous sommes dans la solidarité des populations. Elles font beaucoup de choses pour soulager les populations. Donc, c'est des activités éparses, dispersées. Donc, c'est important de voir, de les amener que ce que vous faites, il y a déjà des aspects, les germes de l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, comment les accompagner à les structurer pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce qu'ils font. Je pense que ça, c'est très important. Qu'ils ne comprennent pas, c'est pas un ovni qui descend de la terre. Je pense que c'est important, cette compréhension d'abord que nos collectivités doivent avoir. Et deuxièmement, il faut à partir de cela avoir une planification. C'est important, la planification. Comment avoir un cadre? Le cadre peut être au niveau national avec des lois, mais comment territorialiser ces cadres-là au niveau local? Que les collectivités aient des programmes beaucoup plus cohérents
beaucoup plus cohérent, beaucoup plus orienté vers l'économie sociale et cela. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est important, c'est l'organisation des acteurs. Madame Pierrette le disait, il faut que les acteurs s'organisent, structurés en termes de réseau, en termes d'association, en termes de coalition au niveau territorial pour mieux impacter sur ces questions-là. Et quatrième position, il faut qu'on travaille maintenant sur l'accessibilité. L'accès sur trois affaires, l'accès sur le renforcement de capacité, l'accès au marché et l'accès sur le financement. Il faut que ces acteurs-là, parfaits avec la collectivité territoriale, travaillent sur cette question d'accès. Et je pense que c'est important, ce qui permettrait maintenant de développer surtout le renforcement et l'autonomisation des éléments, le développement de l'économie locale. Parce que le développement de l'économie locale est comme au collectivité locale. Et c'est important d'accoler tout cela. Donc voilà 4 ou 5 actions clés que si nous les mettons en place l'intelligence avec le collectivité locale, en mettant en place un dialogue multi-acteur, multisectoriel au niveau de la collectivité locale, ça permettrait un peu de prendre en charge et d'implémenter l'économie sociale durablement. Et voilà ce que je voulais un peu faire comme contribution. Et j'espère que nous aurons l'occasion, d'ici les semaines à venir, à réfléchir ensemble avec le reste sur le processus d'organisation du GSF 2023 qui se tiendra à Dakar et en Afrique. Merci, madame. Madani, est-ce que tu es avec nous? Merci beaucoup, Malik, pour l'intervention. Je profite pour te féliciter non seulement des initiatives que tu mènes dans le cadre du RACTES, mais également l'élection de Dakar comme ville pour l'organisation du GSF 2023. Il faut que les collègues autour de la table sachent que c'est Dakar qui va être, on va dire, la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire en 2023. En partenariat, bien entendu, avec le GSF et la ville de Sousse et toutes nos villes africaines. Félicitations et bonne continuation. Et je voudrais passer la parole à M. le maire Kouyaté, s'il souhaite intervenir, pour nous parler un peu, non seulement de leur initiative pour le développement de l'économie sociale et solidaire, mais aussi porter leurs demandes au niveau des réseaux d'économie sociale et solidaire. Nous sommes en partenariat avec cette commune. Monsieur Kouyaté, votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. D'accord, merci bien. Donc, c'est pour déjà remercier tout le monde, tous ceux qui participent à cette réunion, qui, de mes yeux, est une réunion très importante et c'est une première aussi pour la mairie de la commune du district de Bamako, qui a compris tout l'intérêt de l'économie sociale et solidaire dans le développement des collectivités territoriales. Je m'associe au président également pour féliciter la mairie de Dakar, qui doit abriter le Forum mondial. C'est une fierté pour nous en tant qu'Africains, mais aussi en tant que collectivité territoriale. Ceci étant, aussi en commune 3 du district de Bamako, avec votre accompagnement, Monsieur le Président, nous avons dans un premier temps essayé de faire le tour des acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau de notre commune. Comme mon frère et ami, mon frère Malik vient de le dire, nous faisons déjà de l'économie sociale et solidaire à travers les artisans, à travers nos mamans qui font du maraîchage, à travers tous les acteurs jeunes et femmes qui évoluent dans le domaine social. Mais comme il l'a dit, il s'agit véritablement de les encadrer, de les orienter, de les faire comprendre déjà qu'ils sont dans cette politique-là, essayer de les mettre ensemble. Ceci nous a amené à penser, à élaborer un document, une politique locale de l'économie sociale et solidaire. Cette politique est déjà en gestation. Et nous avons déjà fait une réunion interne au niveau de la mairie de la commune avec les acteurs, les services techniques, les élus, pour partager le projet de politique locale assorti d'un plan d'action de 5 ans.
Et également, nous devons tenir une réunion de présentation aux fêtières, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont les artisans, la jeunesse, les femmes, les chefs de quartier de la commune 3, nous devons tenir cet atelier de présentation le 20 de ce mois-là. C'est l'occasion de vous inviter, Monsieur le Président, avec le RENAPES, à venir nous accompagner. Déjà, nous sommes dans les préparatifs. Voilà un peu les démarches que nous avons entamées ici au niveau de la commune 3 du district de Bamako. Et la dernière phase va être l'adoption par le conseil communal de la politique locale, mais aussi de son plan d'action. Et dans cette politique, nous voulons quand même que l'économie sociale et solidaire soit inscrite dans le programme de développement économique et social de la mairie pour identifier non seulement la politique en tant que telle, mais aussi mettre les actions à mener dans le programme de développement économique et social de la mairie. Voilà un peu ce que nous avons pu faire. Nous sommes à nos débuts. Je profite de l'occasion pour remercier la direction de la protection sociale et de l'économie solidaire au Mali ici. Et je remercie l'Institut de formation qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire, mais également je remercie le président Koumaré pour tous les soutiens, toutes les orientations et tout l'accompagnement dont ma commune a bénéficié pendant tout ce processus-là. Donc voilà là où nous en sommes pour l'instant. Nous pensons que nous aurons le soutien et l'accompagnement de tous pour quand même mettre en place, comme ça a été dit, un réseau local des collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être un tremplin où il va y avoir un cadre entre les collectivités territoriales, un cadre d'échange et déjà faire le plaidoyer comme ça a été dit avant. Et ce plaidoyer, ça peut se faire seulement qu'avec les élus qui sont les premiers acteurs de la mise en œuvre de cette politique-là. Merci déjà de m'avoir associé à cette réunion et j'en apprends beaucoup. Merci, Président. Merci, Monsieur le maire. Voilà, nous sommes dans le temps, on est à 3 minutes. Je voudrais demander à Benjamin qu'on ait encore 5 minutes pour tenter une petite synthèse. Ça peut aller, Benjamin? Allez, 3 minutes. 3 minutes. On a quelques minutes pour conclure, pour donner un petit mot de conclusion, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, avant de prendre la parole, je vais m'assurer qu'il y a une des collectivités partenaires aussi de la Côte d'Ivoire, M. Kone. S'il souhaite prendre la parole, on va lui passer la parole. M. Kone. Bon. Si là. Je suis là. Voilà, donc on a souhaité faire. Oui. Monsieur Kone n'est pas en ligne. Oui. Je sais que c'est la collectivité avec laquelle vous travaillez beaucoup. On aurait souhaité l'entendre. Oui. Mais puisqu'on n'a pas trop de temps, je voudrais juste m'appesantir sur les questions, les réponses. On va un peu essayer de faire la synthèse à partir des questions posées. Et quelle action pour amener pour qu'il y ait plus d'inclusivité dans ce que nous faisons. Nous avons parlé qu'il y a les 3 niveaux. D'abord, à notre niveau associatif, donc des réseaux, il faudrait que nous puissions travailler à mobiliser, à ratisser large et à impliquer l'ensemble des couches sociales, socio-professionnelles, j'allais dire, dans nos territoires, dans nos zones d'intervention, pour que nous puissions avoir une approche holistique du développement de l'économie sociale et solidaire, basée sur une analyse concrète des besoins et une réflexion concrète des réponses adaptées à ces besoins-là à mettre sur la table de négociation avec les décideurs. C'est à partir de là que nous pouvons pousser le plaidoyer pour que ces autorités adoptent des politiques publiques. Quand je parle des autorités, il y a 2 niveaux d'autorité. Il y a les autorités centrales, d'abord, donc l'État central, et il y a les collectivités. Au niveau de l'État central, on a des politiques publiques globales qui ont une vocation nationale. Et au niveau des territoires, nous avons ce qui peut être appelé comme des politiques de développement local basées sur les plans de développement économique
sociaux et culturels. C'est extrêmement important que nous puissions influencer à ce niveau-là pour que l'économie sociale et solidaire soit inscrite au chapitre le meilleur, pour que les besoins des populations, des communautés puissent trouver des réponses dans la mise en œuvre de ces politiques et de ces plans. L'autre niveau, pour que ça soit plus inclusif, nous pensons qu'également, il faut que l'État et nous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous soyons forts pour proposer des axes d'intervention au niveau des coopérations internationales. Parce qu'on ne peut pas le nier, nos budgets publics sont financés par endroits à plus de 50% par l'aide publique. Alors, il faudra que la coopération internationale aussi soit influencée dans ses politiques avec les États pour qu'il y ait un meilleur alignement aux besoins. Leur intervention soit mieux alignée aux besoins réels des populations. Troisième niveau, ça c'est au niveau des réseaux internationaux. L'économie sociale et solidaire est à un niveau maintenant où on en parle aux Nations Unies. C'est extrêmement important. Pour que ça arrive au niveau des Nations Unies, il a fallu faire un travail en bas. Donc, ce travail en bas ne peut aller plus loin, donc ne peut avoir son épilogue que si nous restons, encore une fois, en synergie parfaite. Donc, une coalition internationale bien soudée, avec une vision très cohérente, très correcte, et pour aller vers l'adoption d'une résolution qui permette de mettre encore plus haut l'économie sociale et solidaire. Donc, au niveau des collectivités, je reviens, c'est l'aspect le plus important pour nous dans le cadre du GISEF. Il faut travailler à ce que tous les plans de développement économique, social et culturel intègrent l'économie sociale et solidaire. Pas seulement dans les mots, mais après analyse, encore une fois, des besoins concrets des communautés, des jeunes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes déplacées, des personnes en situation difficile. Donc, toutes ces personnes-là doivent être impliquées. C'est en cela qu'on peut innover socialement, c'est en cela qu'on a l'inclusion financière. Une fois ceci fait, il s'agit pour les États, pour les collectivités, pour nous, de parvenir à mettre en place des mécanismes d'accès au financement, d'accès facile au financement, j'allais dire, d'accès au marché porteur. C'est important quand on a le financement pour démarrer des activités, quand on a la production, qu'elle soit de qualité, il faut qu'on ait des marchés. Et ces marchés existent déjà. Parce qu'on prend l'exemple de l'actualité, c'est le coton. La filière coton, au Mali, par exemple, ça fait vivre à peu près 3 500 000 habitants sur les 20 millions que nous sommes. Voyez-vous, si l'État prend des décisions politiques pour demander à toutes les administrations publiques de consommer localement le coton, si l'État prend des décisions politiques pour faire travailler les menuisiers qui sont dans la métallurgie ou dans le bois, pour donner des équipements scolaires aux écoles, pour fabriquer, encore une fois, des masques ou des équipements de protection contre le Covid, pour s'habiller, on va dire, local, pour manger local. Je pense que le secteur de l'artisanat va se porter mieux et ça va créer beaucoup d'emplois qui vont retenir les jeunes dans leur terroir et qui vont même contribuer à faire réduire drastiquement la violence dans les territoires, à faire réduire drastiquement les migrations clandestines, à faire réduire drastiquement le chômage dans nos pays et donc à faire évoluer nos économies en général. Je pense que le partenariat avec les collectivités est un défi à réussir et nous y impliquons. Monsieur Chaka connaît, je voudrais conclure en remerciant tout le monde, mais puisque vous étiez là, on peut vous donner encore une minute, hein, si mes collègues le permettent, pour ne pas vous frustrer. Merci. Si vous avez quelque chose, un mot à donner au nom de la collectivité. OK, merci. Vous m'entendez? Oui, allez-y. OK, merci infiniment. Je suis vraiment tout à fait satisfait de la qualité de l'intervention des uns des autres. Et moi, personnellement, je suis vraiment très ému de l'évolution de l'économie sociale et solidaire. Je vais saluer très particulièrement coach Silla Aboubakari,
qui donc qui est en train de mener beaucoup d'actions afin de la collaboration de son réseau avec la région de Kabadougou. D'abord, je devais commencer par me présenter. Je suis Koné Serra, membre du comité économique environnemental de la région du Kabadougou, une région de Côte d'Ivoire. Et donc, depuis quelques moments, le coach Silla et moi, nous sommes en train de travailler. D'abord, il faut dire que c'est le coach Silla qui est rentré en contact avec la région et le président du conseil régional a vraiment approuvé, qui a apprécié les démarches menées par l'économie. Monsieur Koné, juste oui, pour gagner quelques minutes, je voudrais demander aux collègues d'allumer leur caméra pour qu'on puisse faire une photo, s'il vous plaît. Continuez. Tout le monde, sa caméra. Donc, c'est pour dire très rapidement que je suis vraiment satisfait. Je dis merci à tous. Avec le président du conseil régional, nous sommes en train de finaliser les formalités afin d'être, en tout cas, acteur principal de l'économie sociale et solidaire. Merci à tous. OK, merci, Monsieur Koné. Donc, Benjamin, oui. Je pense que nous sommes au terme de temps imparti. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités. Effectivement. Voilà. C'est malheureux, mais c'est tout le temps que nous avons. Voilà, merci beaucoup à tous les intervenants et à vous tous de nous avoir rejoints. Et puis, Madame, je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est de remercier le GIESEF et de souhaiter plein succès à l'AG qui se passe en plein à partir de Mexico en présentiel et sur toutes les lignes, comme vous venez de voir, à travers toutes les villes. Nous sommes membres du GIESEF, nous soutenons le GIESEF. Nous sommes également actuellement face à un nouveau défi qui est de réussir le GIESEF 2023 avec la collectivité de Dakar. Et nous sommes engagés en tant que RAES à accompagner cette dynamique-là. Et nous pouvons rassurer les uns et les autres que les questions qui ont été ici mises en débat, les réponses obtenues vont être synthétisées et partagées avec vous. Et ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre travail de plaidoyer au niveau des autorités publiques, mais aussi au niveau des collectivités territoriales. Merci beaucoup, Benjamin, pour nous accompagner, l'accompagnement. Merci aussi à Laure qui est partie entre-temps. Et voyez-vous, nous avons nos collègues de Burkina qui commencent à rentrer déjà. Maman, merci beaucoup, mais la session prend fin. Donc, Benjamin, merci encore une fois. Nous avons fini.